Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Alors bonjour tout le monde, c'est Yann Ajmo. Je suis en compagnie de Mathieu Desgroseilliers et Ariane Larreau. Alors bonjour à vous deux. Allô. Salut Yann. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un rap sur le délirium. Tout le monde sait que le délirium, c'est un état confusionnel aigu qui fluctue dans le temps, qui atteint la cognition et l'attention, qui est un casse-tête pour les médecins, les nurses et les familles surtout. Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus aujourd'hui, mes deux collègues. On y va? Oui, surtout que le délirium peut être caractérisé par différents états. Des fois, les patients ils vont être plus dans un état hyperactif, agité, vont avoir tendance à vouloir tirer sur toutes les tubes ou les lignes qu'on leur installe. Alors que des fois, on peut avoir des déliriums qui sont plus hypoactifs. Dans le fond, c'est peut-être un petit peu plus difficile à détecter. Les patients ils vont être plus renfermés, ils vont moins parler. On dirait quasiment à la limite qu'ils sont effrayés quand on va les voir. Puis encore, pour complexifier le tout, ben ils peuvent aussi avoir un état mixte, fait que des fois varier entre un état hypoactif, hyperactif. Donc effectivement, là, c'est un beau casse-tête. Oui, c'est un beau casse-tête, mais c'est un beau casse-tête qu'on a souvent, hein, parce qu'on dit que la prévalence, c'est plus de 70% des patients aux soins intensifs. Ça a des impacts à court et moyen terme. Là. On dit que c'est un patient sur deux qui va avoir des déficits cognitifs à la sortie de l'hôpital. C'est un patient sur trois qui va avoir des déficits cognitifs à long terme. Ça a vraiment un impact qui est majeur pour le patient. Puis ça va aussi augmenter la mortalité. On dit que ça augmente de 3 fois la mortalité à 6 mois. Donc c'est pas banal. Fait que c'est un casse-tête qu'il faut prendre au sérieux, puis il faut apprendre à jouer avec les morceaux. Là. Est-ce qu'on connaît un peu la pathophysiologie derrière le délirium? C'est quoi qui explique cet état-là? Ben, c'est multifactoriel. Hein? Il y a plein de choses, autant l'environnement, comme le bruit, les alarmes, les soins aux patients, autant la douleur aussi. Hein? Parce que, tu sais, on en a parlé quand on a parlé de la douleur et de l'analgésie dans le RAB qu'on a fait. La douleur qui est pas contrôlée, mais ça a un impact sur le délirium. Une sédation qui soit trop profonde ou qui est inadéquate, ça a aussi un impact. Donc, tout est un peu interrelié. Fait que c'est un peu comme une atteinte, une dysfonction organique du système nerveux central, ça donne un délirium. Puis j'ajouterais même aussi qu'il y a certaines études qui montrent que le délirium peut même être en relation avec l'hypervolémie. Puis on sait qu'aux soins intensifs de l'hypervolémie, on en a beaucoup. Il y a certains patients que moi j'ai vus personnellement qu'après avoir diurésé, donné du Lasix là, pendant sur plusieurs doses en fait, qu'il y avait une amélioration assez significative de l'état cognitif, l'état de confusion. À garder en tête aussi des fois qu'en hypervolémie, ça peut causer ça. Ouais, c'est vrai que ça fait du sens, Yann, parce que quand on y pense, le cerveau, c'est dans une boîte qui est fermée, hein, fait que c'est comme un organe encapsulé. Si tu rajoutes trop de liquide, ben ça peut te rendre le coco un petit peu tout croche. Ouais, c'est ça. Il faut pas le voir comme étant une hypertension intracrânienne, mais juste le fait d'avoir un petit peu trop de shift liquidien ou de débalancement osmotique dû à l'hypervolémie, ça peut venir altérer la chimie du cerveau. Ouais, la diffusion se fait moins bien ou se fait tout croche, si on veut. Fait que c'est sûr que ça contribue à rendre le patient vraiment délirieux. En plus, aux soins intensifs, on voit quand même souvent l'utilisation de contention, l'installation de cathéters, les sondes. Des fois, les patients plus âgés deviennent un peu confus par rapport à ça. On les déprive aussi au niveau du sommeil. Ils sont plus immobiles. Fait qu'il y a plein... Effectivement, c'est très multifactoriel. Là. Puis tu sais, on s'en va aussi ce qu'on appelle de plus en plus dans la littérature la monotonie des soins. Hein. Tu sais, on les gave en continu, on les sédationne en continu, on fait des soins de 24/7. Bon, des fois, c'est vraiment nécessaire pour l'état du patient, mais tout ça fait que le patient il perd ses repères aussi, hein, au niveau biologique, au niveau circadien. Fait que ça fait un peu qu'il change de fuseau horaire au point qu'il sait même plus dans quel fuseau horaire il est, donc il dort de moins en moins. Puis en plus, il y a des alarmes, puis on le sait que nos patients, ils dorment pas aux soins intensifs. Fait que ça, c'est une portion de la réponse qui explique pourquoi que les patients sont délirieux, là. Je pense le record Guinness c'est pas un record Guinness parce que le record Guinness a jamais voulu approuver un record d'insomnie parce que c'est trop dangereux. T'sais. Déjà là, ça le dit, c'est trop dangereux. Ce qui a été retrouvé dans la littérature, dans le fond, c'est quelqu'un qui est resté éveillé pendant 11 jours. Après 11 jours, il est viré fou. Il a fait une psychose. Fait que, c'est nos patients qui dorment pas pendant 10-14 jours parce qu'ils sont intubés, sont en choc.
ben, ça se peut que ça explique une portion du délirium. Fait qu'il faut vraiment faire tout pour préserver le sommeil aussi, là. Ouais, puis comme on avait déjà parlé, Mathieu, au fond, c'est quasiment une torture de pas dormir, hein. Puis c'est pour ça que même la Convention de Genève refuse de faire la privation de sommeil pour les prisonniers de guerre et tout ça, vu que c'est extrêmement dangereux. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, la privation de sommeil ne mène pas au décès causé par un arrêt cardiaque ou une crise cardiaque, comme on veut penser souvent. Mais au fond, ce que ça fait, c'est que ça a un impact direct sur le système immunitaire. Puis là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Parce que si ton système immunitaire baisse, tu t'infectes. Si tu t'infectes, tu deviens encore plus délirieux, tu dors encore moins. Alors, c'est vraiment important à ce niveau-là d'avoir le meilleur contrôle du cycle circadien du patient. Puis, c'est pas facile pour toutes les raisons que vous avez dit avec les alarmes, les soins, les patients, les visites et tous les tests que les patients doivent passer. Fait que, ça va être important de protéger le sommeil des patients. T'sais, peut-être qu'à moyen terme, il va falloir qu'on fasse du gavage entre 6 heures le matin puis 6 heures le soir, mettons, puis qu'on essaie de regrouper nos interventions à des heures plus normales, si on veut, là. Fait que, c'est des belles pistes de recherche, là. Oui, effectivement. Puis les gars, si jamais, je sais pas, on admet un patient aux soins, quel facteur vous diriez, ce patient-là, c'est quasiment sûr qu'il va faire un délirium? Là? Ben, tu sais, dans les facteurs de risque, il y en a qui sont non modifiables. Ça, c'est bien plate, hein, ça le dit, on peut rien faire. C'est comme l'âge ou ben une démence sous-jacente, ben ça, malheureusement, on ne peut faire grand-chose. Tous ceux qui ont aussi des traumas ou qui ont des grosses chirurgies, avant leur arrivée aux soins, ils ont un facteur de risque de plus de faire un délirium. Ou ceux qui ont un score Apache qui est assez élevé, donc une pathologie qui est plus critique, ben, ils sont plus à risque aussi. Mais heureusement, il y en a certaines qui sont modifiables, comme l'utilisation des benzodiazépines, par exemple. Dans les dernières années, on s'est rendu compte qu'utiliser les benzos, ben, ça augmentait le risque de délirium. Fait que, on peut essayer d'éviter ces médicaments-là. Puis effectivement, les benzos, on a des fois envie d'en donner chez nos patients délirieux pour les calmer ou pour essayer de réduire leur anxiété ou pour l'insomnie. Mais en fait, c'est un mauvais réflexe qu'on a de vouloir en initier parce que ça augmente plutôt le risque de délirium. Donc, avant d'initier une benzo chez un patient en délirium, il faut vraiment peser sur le frein puis se dire « Ah non, c'est peut-être pas une bonne idée finalement ». Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ariane. Puis ce que je me dis, en fait, personnellement, moi, je prescris des benzos uniquement si le patient est benzodépendant. That's it. C'est tout. C'est tout ce que je vais faire parce que là, je vais être sûr qu'il va pas me faire un sevrage. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, Ariane, je sais pas si tu te souviens, on a eu un patient qui était exactement dans cet état-là. Ses benzos avaient été arrêtés dès l'arrivée parce qu'il y avait un choc puis il était en sepsis. Je me souviens pas exactement, mais ça avait arrêté. Puis après ça, 3-4 jours, le patient est devenu extrêmement confus. On a reparti l'activant à ce niveau-là. Puis ça a réglé les affaires quasiment de façon rapide et magique, là, à la limite. Effectivement, c'est une raison pour laquelle on voudrait en réinitier ou quitte à le remettre, mais à dose diminuée si on a des craintes. Mais effectivement, les symptômes de retrait peuvent aussi augmenter le risque de délirium. Donc, comme tu as dit, Yann, c'est une très bonne idée là, de remettre les benzos dans ces cas-là. Oui, puis tu sais, même tous les autres médicaments du patient qui vont jouer aussi au niveau neuronal, on pense, mettons, à ces antidépresseurs. C'est sûr que s'il est en choc, on se dit, sa dépression peut se permettre une couple de jours, mais quand tu y penses, son cerveau, il est habitué de gérer, de fonctionner avec ces médicaments-là, ces doses-là. Fait que si on les enlève, ben là, on se met à risque de sevrage de ces médicaments-là, puis le cerveau peut être débalancé. C'est sûr qu'il faut les ajuster en fonction des dysfonctions organiques aussi, là. Donc, en gros, ce qui est vraiment important pour prévenir le délirium, c'est d'installer des mesures non pharmacologiques. On en a déjà énuméré quelques-uns. Est-ce qu'on pourrait faire un résumé des principales interventions non pharmaco? Oui, ben tu sais, ça va être une approche qui est vraiment multimodale, puis il faut vraiment le préciser, hein. Tu sais, le cœur de la prévention, puis on pourrait même aller jusqu'à dire du traitement du délirium, c'est non pharmacologique, là. OK, fait que, tu sais, on parlait tantôt de problèmes de rythme circadien, fait qu'il faut tout faire pour améliorer le sommeil, que ce soit minimiser la lumière et le bruit la nuit, regrouper les interventions. Il faut réduire aussi l'immobilité, parce que le fait d'être immobile augmente ton risque de délirium. Fait qu'il faut les faire bouger, nos patients. Il faut diminuer la sédation parce qu'il faut les rendre le plus éveillés possible. C'est pas pour rien qu'il faut viser un RASS de 0-1. Après ça, ben, il faut réorienter le patient. Puis ça, il faut le réorienter le plus souvent possible. Une des meilleures façons qu'on a trouvées chez nous à Saint-Hyacinthe, c'est la réorientation passive. On met une radio, puis à Saint-Hyacinthe, on a un poste là, communautaire. La musique, bon, ok, c'est pas super, mais d'un autre côté, ce qui est le fun, c'est l'animateur de la radio, il donne la date, l'heure, le lieu à toutes les 10-15 minutes. Fait qu'on réoriente le patient
de façon passive, au moins 4 à 6 fois par heure. Fait que ça a vraiment un impact, là. Oh my God, qui aurait pensé que la radio communautaire avait une utilité? Ça va nous prendre ça dans l'est de l'île. Oui, c'est ça, exactement. Très bon. Moi, j'aimerais ça rajouter à ce que tu dis. Au fond, ce que je me rends compte, ce que je fais souvent avec les familles, c'est que, bon, on sait maintenant que les heures de visite deviennent de plus en plus éclatées, hein, dans les unités de soins intensifs. Il y a beaucoup moins de restrictions. Donc, ça fait que les familles sont souvent là. Puis souvent, il y a des familles qui sont extrêmement présentes, surtout certaines communautés culturelles vont avoir une plus grande présence auprès des patients. Alors, souvent, je leur dis, ben, parlez-leur de ce qu'ils aiment. Parlez-leur, je sais pas, moi, de la game du Canadien d'hier soir. Parlez-leur de l'émission qui a manqué cette semaine. Allez-y avec des petits détails, des petites choses. Faites comme si vous étiez à la maison. Puis je pense que c'est pas juste dans la discussion avec les patients, mais c'est de tout recréer le plus possible. On sait que c'est impossible, le patient est aux soins intensifs s'il est intubé ou non, mais de recréer la réalité du patient, sa réalité à lui. Il est habitué de faire telle chose à telle heure, bon, on y en parle, on lui dit que c'est comme ça que ça va arriver, ça va venir, puis on le fait comme ça. De recréer la réalité du patient le plus possible en étant le plus près de ce que le patient vit à la maison. C'est totalement vrai ce que tu dis. Puis ça va même jusqu'à y mettre ses lunettes ou ses appareils auditifs, là. Mm-hmm. Absolument, l'appareil auditif, là, ça arrive souvent qu'on pense que les patients sont en délirium et ils nous écoutent pas. La famille arrive et dit, hey, il n'y a pas son appareil auditif, il n'entend rien sans son appareil auditif, tu y mets puis ça devient une autre personne, là. C'est super drôle que tu dis ça parce que ça m'est arrivé 2 fois dans les derniers mois, alors que ça m'était presque jamais arrivé, et que j'étais vraiment surpris et je me dis combien de patients je suis passé à côté sans le savoir qu'ils étaient juste sourds. Fait que c'est quand même assez une notion qu'il faut garder en tête et même on devrait se poser la question rapidement, est-ce qu'il y a une surdité, puis nos patients qui sont âgés, ils ont de la presbyacousie plus souvent qu'autrement. Oui, effectivement. Puis l'autre élément, des fois, on passe beaucoup la nuit, il faut favoriser le sommeil des patients, enlever les alarmes et tout, mais des fois, on oublie que le jour, il faut aussi les stimuler. Essayer d'améliorer leur état d'éveil pour recréer le cycle circadien. Fait que ça, des fois, on y pense un peu moins. Fait que si vous voyez dans les chambres, les rideaux sont fermés le jour, on dit aux patients, reposez-vous, tout ça, mais en réalité, non, il faudrait plutôt le stimuler pour que la nuit, ils puissent dormir, parce que des fois, ils dorment toute la journée. Fait que c'est sûr que rendu la nuit, ils n'ont plus besoin de dormir nécessairement. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis ça me rappelle ce qu'une experte en délirium australienne disait. Puis ça, c'est vraiment une perle clinique. Je l'utilise même à la maison. Elle dit, les patients délirieux, c'est comme les enfants. Si tu veux qu'ils dorment, faut que tu les brûles. Fait que fais-les bouger. C'est vrai. D'ailleurs, Mathieu, il y a beaucoup de médicaments qu'il faut éviter, qui peuvent augmenter le risque de délirium. Est-ce que tu pourrais les énumérer ou... Ouais, ben, tu sais, on a parlé des benzodiazépines. Fait que c'est sûr qu'il faut essayer de les éviter le plus possible. À moins que le patient soit benzodépendant, là, ça, c'est peut-être une autre population. Même les opioïdes. Tu sais, les opioïdes, c'est sûr qu'on en a besoin pour l'analgésie, mais il faut toujours viser la dose la plus faible possible, justement pour éviter une suranalgésie, éviter une augmentation de la charge sérotoninergique qui pourrait, avec certains opioïdes. Fait qu'il faut toujours minimiser ces doses-là et favoriser la coanalgésie. Ça, c'est super important. Et tous les médicaments qui ont une charge anticholinergique aussi. Les antihistaminiques et il y a aussi les stéroïdes. C'est sûr que les stéroïdes, des fois, on en a besoin, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que les stéroïdes, il faut viser la dose la plus faible pour la durée la plus courte. Si on fait ça, ben on va vraiment aider le patient. C'est super. Je rajouterais peut-être aussi, des fois, on peut essayer de réduire le nombre d'injections qu'on donne aux patients. Je pense aux échelles d'insuline. Souvent qui requiert de piquer le patient 4 fois par jour pour prendre ses glycémies, entre autres la nuit. Puis aussi l'héparine sous-cutanée qu'on a tendance à utiliser souvent, qui peut être BID à TD, donc on pourrait le changer pour une héparine de bas poids qui se donne 1 fois par jour, là, par exemple. Je parlerai aux infirmières qui nous écoutent, qui justement doivent piquer les patients. La plupart de vos patients aux soins intensifs vont être en général bien équipés. Ils vont de voie centrale, une canule artérielle. Au lieu de picosser les doigts de vos patients, allez chercher quelques CC. Je sais que c'est un peu plus compliqué techniquement. Il faut aller vider, faire le vide de la canule ou de la voie centrale, mais d'aller chercher du sang, là, surtout la nuit, au lieu de piquer le bout des doigts de vos patients, ben, d'aller chercher le sang par là, ça va être aussi efficace. Puis le patient s'en rendra même pas compte, il se réveillera même pas de toute façon. Alors, je pense que ça, c'est un petit truc qui est important à essayer de promouvoir dans vos milieux. On pourrait d'ailleurs parler du bundle ABCDEF qui couvre plusieurs éléments à favoriser pour réduire l'incidence de délirium. Oui, ben, tu sais, il faut se rappeler, ABCDEF, ben, c'est l'acronyme en anglais. A, c'est pour Assess Pain, évaluer. Le B, c'est pour Breathing Spontaneous Trial.
Le C, c'est pour Choice of Sedative and Analgesia. Le D, c'est pour délirium. Il faut l'évaluer, le prévenir et le traiter. Le E, c'est pour Early Exercise. Fait que l'immobilité, il faut vraiment enlever ça. Fait qu'il faut les faire bouger, il faut les mobiliser le plus vite possible. Et le F, c'est pour familial. Fait qu'il faut engager la famille comme Yann disait tantôt. Puis ce qui est intéressant aussi avec le bundle ABCDEF, il y a énormément d'outils disponibles sur Internet, sur iculiberation.org. Il y a également icudelirium.org. On va mettre les liens dans les notes. C'est plein d'outils, n'hésitez pas à les prendre, c'est tout gratuit. Puis ça va pouvoir vous aider à introduire le bundle ABCDEF dans vos unités pour essayer de minimiser le délirium le plus possible. Donc, on a beaucoup parlé de la prévention du délirium, mais maintenant, comment on fait pour savoir si notre patient est en délirium? Ben, tu sais, il y a 2 échelles dans la littérature. Hein. Tu as le CAM-ICU, puis tu as le ICDSC, okay, qui est l'Intensive Care Delirium Screening Checklist. Dans le fond, c'est 2 outils qui sont validés aux soins intensifs. Qu'on prenne un ou l'autre, moi, dans la littérature, j'ai pas trouvé une étude qui disait qu'un était meilleur que l'autre. Donc, selon ce qui est dans notre milieu, selon l'aisance des gens, ce qui est déjà disponible, on en prend une ou l'autre. Et c'est ce qu'il faut utiliser. À noter que le ICDSC a été développé au Québec par l'équipe du Dr Skrobic, qui était à Maisonneuve-Rosemont au moment de développer. C'est ça, dans le fond, il faut les utiliser au moins une fois par corps, donc au moins aux 8 heures, pour voir s'il y a une présence ou non de délirium. En fait, les échelles comme ça, c'est vrai que c'est souvent le nursing qui va l'utiliser, qui va pouvoir nous aiguiller à ça. Je pense quand même qu'il faut garder une notion clinique, là, un feeling clinique. Là, hein. Souvent, le patient, vous allez voir d'une journée à l'autre, même de quelques heures de la matinée, par exemple, à l'après-midi, vous allez voir une fluctuation dans son état. Souvent, ça prend pas grand-chose pour se rendre compte que tout d'un coup, il dit n'importe quoi, il dit pas ce qu'il disait, il est pas structuré dans son discours, sans signe neurologique, là, naturellement, là. Mais je veux dire, dans les faits, on le voit assez rapidement lorsqu'il y a un changement dans l'état général des patients. Puis même les nurses vont nous le dire, même sans échelle, ils vont dire, oh, là, c'est pas la même chose, il dit pas les mêmes choses, il est bizarre, il a l'air désorganisé tout d'un coup. Puis même, souvent, les patients eux-mêmes vont nous le dire. Et des fois, je me fais dire par des patients, écoutez, docteur, je sais que ça n'a pas de bon sens, mais je vois vraiment une bébite au plafond là, qui rentre puis qui sort de la tuile de ventilation. Là. Alors souvent, ils s'en rendent compte au début. Fait qu'il faut être très à l'affût et à l'écoute de ces signes-là que nos patients vont nous donner. Alors, tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord que les échelles standardisées sont excellentes, mais des fois, juste de les écouter, juste écouter les patients, puis vous allez avoir une bonne réponse vous allez être bien aiguillé, en fait, pour voir s'il y a un délirium qui est en train de s'installer. Je pense aussi, c'est demander à la famille. Oui. Engager la famille parce que Absolument, c'est eux qui connaissent le mieux le patient. Puis c'est eux qui vont être les mieux placés pour nous dire « Hey, là, mon père ou mon mari, il est vraiment pas comme d'habitude. » Ça, là, même si techniquement, il code pas dans l'échelle, faut vraiment être à l'affût, à l'écoute de ça parce que c'est le meilleur input clinique qu'on peut pas avoir, c'est la famille. Tout à fait, puis c'est ça qui les rassure parce que des fois, après quelques jours, ils émergent de leur délirium, puis là, ils sont tous contents de retrouver leur père ou leur mère comme ils l'ont connu toute leur vie. Là. Alors, puis ça, c'est aussi un signe de bon pronostic pour nous aussi en termes de pathologie. On sait que, bon, le sepsis a passé, le délirium s'est estompé. Alors, c'est des signes positifs avant-coureurs d'un pronostic puis d'une récupération adéquate. Oui, puis je tenais à rajouter, c'est sûr que les échelles, c'est utile, c'est pratique, mais en réalité, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, il ne faut pas nécessairement attendre que notre CAM ICU soit positif pour mettre en place toutes ces préventions-là. Hein. C'est mieux d'emblée les mettre pour prévenir, en fait, le concept de prévenir le délirium, plutôt que d'attendre de détecter le délirium et après le traiter avec des mesures non pharmacologiques ou avec d'autres mesures pharmacologiques qu'on va parler lors d'un autre balado. Je tiens à rajouter un petit élément. Les échelles comme le CAM ICU, c'est très pratique là, pour déterminer si notre patient est en délirium actif ou pas, mais il faut quand même garder en tête que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on devrait le mettre d'emblée en mesure pour tous nos patients aux soins intensifs parce qu'on veut vraiment prévenir le développement du délirium. Donc, des fois, on attend un peu que le délirium soit en place pour prendre le temps de tout faire ces mesures non pharmacologiques-là, alors qu'on devrait le faire d'emblée là, en prévention là, pour tous nos patients aux soins.
Oui, tout à fait, Ariane. Ça tombe bien parce que je suis content d'être avec deux pharmaciens parce que tu parles de prévenir, de faire toutes les mesures possibles pour prévenir le délirium. Qu'est-ce que vous pensez du fait il y a beaucoup de médecins qui font ça puis qui vont se dire, bon, ben regarde, le patient rentre aux soins, je vais lui mettre un Seroquel, HS ou un autre, un atypique, peu importe lequel neuroleptique, mais dans le dit, bon, je vais faire dormir mon patient puis je vais prévenir mon délirium. Fait que vous, en tant que pharmacien, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, il y a quand même plusieurs études qui ont étudié cette question-là. Ça a été intéressant là, de pouvoir prévenir le délirium avec... Ça plaît à l'esprit, effectivement, de prévenir le délirium avec des antipsychotiques. Mais malheureusement, on a l'étude, entre autres, l'étude REDUCE, qui a été publiée en 2018, qui a vraiment montré aucun effet en ajoutant de l'allopéridol 2 mg IV TID contre le placebo. Autant au niveau de la survie, le temps sans délirium, la durée de séjour, les retraits de cathéter et de tubes. Donc, malheureusement, on n'a pas d'évidence là, pour appuyer l'utilisation des antipsychotiques là, en prévention jusqu'à maintenant, du moins à la dose de 2 mg IV TID. Puis, de toute façon, si on donnait des doses plus élevées, là, probablement que les risques seraient supérieurs aux bénéfices. Tu parles de l'aldol, 2 mg IV TID, c'est ça, l'allopéridol? Oui, mais je rajouterais aussi, tu sais, même dans la littérature, il n'y a rien qui supporte l'usage d'agents pharmacologiques pour prévenir le délirium. Fait que, tu sais, je veux que pour nos auditeurs, ça soit clair. Là. Il n'y a aucun agent pharmacologique au moment où on se parle qui prévient le délirium. La prévention du délirium, elle est purement non pharmacologique. Elle est purement sur le contrôle de l'environnement et toutes les mesures qu'on a données tantôt. Là. Bon, écoutez, ça répond bien à ma question. Merci. C'est ce que je pensais un peu, mais c'est bien de l'entendre par les pharmaciens parce que c'est quand même plus dans votre champ d'expertise. Nous, en tant que médecins, souvent, ce qu'on veut, c'est que notre patient dorme, soit tranquille, puis souvent même le nursing l'exige d'une certaine manière, fait qu'il veut quelque chose pour aider à dormir, garder le patient calme. C'est un vœu pieux, c'est une bonne attitude à avoir que notre patient soit calme et relax, mais je pense que d'y aller avec les mesures non pharmaco va toujours être supérieur à ça. Fait que je vais continuer à faire ce que vous suggérez parce que ça fait beaucoup de sens. Donc, en résumé, Ariane et Mathieu, si je comprends bien, lorsqu'on a un patient avec un diagnostic positif de délirium, ben, la première chose à faire, c'est qu'il faut essayer de trouver la cause médicale ou l'insulte sous-jacente qui aurait pu causer votre délirium, de la traiter puis d'agir en fonction de ça. Comme par exemple l'infection, y aller avec les antibiotiques. Pour ce qui est de la douleur également, il faut essayer d'avoir un contrôle optimal de douleur, par exemple avec votre épidural ou avec vos narcotiques. La constipation, essayer de l'éviter, de régulariser le système gastro-intestinal, éviter les fécalomes. Tout ce qui est désordre électrolytique, de bien les régulariser pour avoir un bon équilibre électrolytique d'acido-basique. L'hypoglycémie également, s'assurer que votre dosage d'insuline va être adéquat et éviter tous les syndromes de retrait et de sevrage des médicaments que les patients pourraient avoir à la maison que vous n'avez pas represcrits. Également, les mesures non pharmacologiques, on en a parlé beaucoup, mais je pense que c'est ceux-là les plus importantes, si j'ai bien compris votre argumentaire. Donc, la réorientation des patients, aidés par les familles et par le personnel paramédical, s'assurer que votre patient va avoir le meilleur sommeil possible, c'est-à-dire d'avoir un cycle circadien adéquat, puis surtout, c'est utiliser la famille pour ça, pour voir c'est quoi les habitudes de sommeil de vos patients. Et surtout, pour la période de jour, de mobiliser le patient le plus possible pour qu'il y ait un certain niveau d'activité, puis pour pas que le patient s'inscrive dans la monotonie des soins intensifs que tu parlais tout à l'heure, Mathieu. Finalement, il faut réviser la liste des médicaments, puis retirer tous les médicaments qui ne sont pas nécessaires aux soins intensifs pour un patient qui est dans un état critique. Est-ce que ça fait bien le résumé de toute la situation, Ariane et Mathieu? C'est un super bon résumé. Merci. Ça fait vraiment le tour, Yann. Alors, ça s'y conclut notre balado. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager ça à tous vos collègues, amis, tous les tripeux de soins critiques de ce monde, dans le merveilleux monde du francophone, mais partagez ça sur toutes les plateformes usuelles. Merci, au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.